Monsieur le professeur, j'avais prévu, parce que je n'aime pas ce qui est irrationnel ou excessif, comme les médias, vous avez dit vous-même que c'est passé très au-delà de la raison. J'avais prévu de ne pas vous interroger sur votre traitement, mais il y a quand même deux choses qui me viennent à l'esprit ou que je ne parviens pas à comprendre. C'est pourquoi est-ce que les études que vous avez faites vous-même, en même temps que vous soignez évidemment, mais c'est toujours comme ça qu'on fait des études, vous n'avez pas souhaité les randomiser pour permettre d'éteindre les contestations de toutes celles et tous ceux qui ont contesté, entre guillemets, vos résultats. Et dans le sens inverse, est-ce que vous avez l'idée d'une raison qui fait que, quand vous le dénoncez dans Le Parisien, je crois, quand on teste votre traitement, en fait, on ne respecte jamais votre posologie, ce qui est une aberration, parce que si on ne respecte pas la posologie d'un traitement, c'est pas la peine de dire qu'on a étudié ses résultats. Donc voilà, c'est quand même deux questions qui... Bon. Après, dans votre intervention, il y a quand même... Oui, bien sûr. C'est intéressant, mais si vous regardez sur le site, ne croyez pas du tout qu'on a commencé à mettre online nos réflexions et nos cours au moment du coronavirus. On avait commencé bien avant. Mais il se trouve que le coronavirus a amplifié le phénomène et que vous l'avez vu qu'à ce moment-là. Mais donc on faisait une fois par semaine, je m'excuse, on appelait ça, on a le droit d'être intelligent, parce qu'on pensait que les médias rapportaient une déformation de la connaissance que nous avions et que donc on avait besoin d'exprimer nous-mêmes directement sur ce que nous savions. Ou croyons savoir, il faut être prudent. Et nous avions fait, on fait des jeudis de l'IHU thématiques, dont un, très précisément, 2 mois avant le début de l'histoire du coronavirus, c'était sur la méthode. D'accord ? Quelles sont les méthodes d'analyse ? Qu'est-ce que c'est que l'historique de la méthode ? C'est de l'épistémologie, ça, vous pouvez le voir, c'est toujours online, ça s'appelle Contre la méthode. Voilà. Comment est-ce qu'on s'accompagne de la méthode ? Ce qui est une véritable question, et encore une fois, le rite de la randomisation des grands essais thérapeutiques multicentriques est un phénomène extrêmement récent dans la science. Il y a, je pense, dans les maladies infectieuses, moins de 5% des traitements de maladies infectieuses actuellement qui sont basés sur des essais randomisés en double aveugle. Donc c'est peut-être parce que je suis plus vieux ou parce que je suis hérétique au sens seulement étymologique que je ne me laisse pas impressionner par le fait qu'on dise maintenant c'est la doxa. Ça ne m'impressionne pas. Donc je pense les effets, si on s'y intéresse sur la littérature, je parle de la vraie science, et que l'on compare les effets randomisés aux effets comparatifs historiques, les essais randomisés sont plutôt moins performants que les essais comparatifs historiques. Donc c'est d'ailleurs, tous les gens qui critiquaient ça publient maintenant des essais qui ne sont que purement comparatifs. Donc, si vous voulez, c'est intéressant que ça ne s'applique qu'à moi, ça, parce que quand même tous les essais qui sont publiés ne sont publiés, y compris les derniers, les 2 essais qui ont été publiés par les Parisiens, ne sont que des essais qui sont non randomisés. Il y en a 0 en France d'essais randomisés. D'accord ? Donc c'est juste pour moi que je ne suis pas randomisé parce que je suis désagréable. Mais je sais pas, moi je ne me trouve pas désagréable d'abord. Je me trouve plutôt aimable en réalité. Mais c'est un point de vue qui est très subjectif. Et deuxièmement, la randomisation est un phénomène qui est un phénomène, un espèce de standard qui est très associé à l'industrie pharmaceutique, qui ne me convainc pas. Donc ce que nous avons fait, c'est un essai comparatif, à la différence des autres, enfin un vrai effet comparatif, puisqu'on a comparé les gens de Nice avec les gens de Marseille. Et les gens de Nice ne prenaient pas, avec un outcome qui était très clair et qu'on était les seuls à pouvoir employer, c'est-à-dire une mesure qui était très claire et qui était simple, qui était la persistance ou la non-persistance du virus dans les prélèvements. D'accord ? Donc c'est ça notre premier papier, c'est très simple, c'est sujet verbe complet. On sait, j'ai fait beaucoup d'études dans ma vie, beaucoup de traitements dans ma vie. Et donc on dit voilà, il y a 2 groupes, on regarde chez lesquels le virus disparaît le premier. Et il se trouve qu'il est venu se greffer un 3e groupe, puisqu'on comparait l'hydroxychloroquine et pas d'hydroxychloroquine, et est venu se greffer un 3e groupe, qui est chez nous, les gens qui étaient plus graves, on les traite comme les affections virales sévères, en rajoutant de l'azithromycine. Et on s'est rendu compte qu'en rajoutant de l'azithromycine, en même temps, on était en train de la tester au laboratoire en association et séparément de l'hydroxychloroquine. Le nombre de virus diminuait beaucoup plus rapidement. Donc on avait, une fois qu'on avait ces données, on a fait des tests statistiques simples qui montraient que c'était différent. On a publié ce papier qui n'a pas posé de problème de publication. Et d'un coup, ça a déchaîné un flux que je n'imaginais pas. Et d'ailleurs, encore une fois, la question est si vraiment les gens disaient écoutez, non, mais il y a un premier papier, mais on doute vraiment scientifiquement, on le refait et puis on regarde. Pourquoi on n'a pas fait ça ? Et donc pourquoi est-ce que là, personne n'a fait ça ? Donc je m'excuse, maintenant, il y a une série de 4500 personnes qui est passée à Paris, là, qui vient de sortir.
Personne n'a fait d'effet randomisé, personne. Vous voyez, et il y a je peux même vous dire plus, il y a des choses qui m'ont sidéré. Il est sorti une première étude faite par en France, dans lequel il y avait un groupe sur lequel il y avait hydroxychloroquine et azithromycine, qui a été publié dans le British Medical Journal. Et dans ce groupe, il y avait 16 personnes, 0 passant rien, 0 mort. Et les auteurs ont refusé de faire le test de base de significativité pour montrer que c'était différent des autres groupes, et c'était différent. Et ils ne l'ont pas publié. D'accord ? Madame la Présidente, professeur, il y a deux autres choses qui me frappent. La première, c'est que, à travers toute votre intervention, vous êtes en train de nous décrire un monde de conflits d'intérêts ou d'intérêts absolument puissants, y compris lorsque vous avez quitté le conseil scientifique et que vous avez abordé le conseil scientifique, vous avez dit que vous n'avez pas assez de temps pour participer à des couillonnades, et dans le même temps, vous nous expliquez que finalement, ces gens-là travaillent entre eux et qu'on n'avait qu'à regarder où étaient les conflits d'intérêts. Ce que dit le journal Marianne, d'ailleurs, par ailleurs, dans un article récent. Moi, j'aurais aimé que vous nous en disiez plus là-dessus, parce que vous ne pouvez pas nous mettre sur une piste. L'objectif, comme l'a dit la présidente, c'est quand même de trouver comment ça ne se reproduit pas. Vous avez donné des pistes sur les centres de référence, etc. Mais, comment dirais-je, il faut quand même qu'on sache un peu où sont les lièvres à soulever pour éviter que ça puisse se reproduire. Et d'ailleurs, si vous nous avez décrit un certain nombre de choses, vous avez peut-être omis de parler de la place du secrétariat général à la défense nationale pendant la crise et pas dans la préparation de la crise. Et dernier point, j'ai été frappé dans l'article du Parisien, je crois encore, que vous ayez dit qu'il vous paraissait improbable que nous puissions obtenir un vaccin. J'aimerais savoir pourquoi ce virus-là ne pourrait... Enfin, il y a des virus qui n'ont pas de vaccin, mais pourquoi celui-ci qui paraît plus simple quand on lit des choses, qu'on n'est pas médecin et qu'on n'y connaît rien, pourquoi ça vous semble improbable de trouver un vaccin ? Merci. Alors, ces deux questions. Je pense, encore une fois, je vous le dis, donc je pense, je ne sais pas si ça fera partie de votre enquête parlementaire. Moi, je vous recommande de faire une véritable enquête sur Gilead et le Remdesivir. Voilà. Si vous regardez la structure de Gilead, vous comprendrez que c'est quelque chose qui ne fonctionne qu'avec très très peu de produits, très peu de personnel et une influence considérable. Donc l'essentiel de la stratégie est basé sur l'influence. Moi, j'ai été quand même, je vous le rappelle, moi, quand j'ai commencé à parler pour la première fois de la chloroquine, il y a quelqu'un qui m'a menacé à plusieurs reprises, de manière anonyme. J'ai porté plainte et j'ai fini par trouver que c'était celui qui avait reçu le plus d'argent de Gilead depuis 6 ans, quand même. D'accord ? Donc, si vous voulez, j'ai une expérience personnelle, d'accord, de fonctionnement qui ne me paraissent pas normaux. Peut-être que c'est une coïncidence, mais c'est pas sûr parce qu'il me disait qu'il m'interdisait de parler de la chloroquine, d'accord ? J'ai les mails, j'ai porté plainte officiellement à la police, on sait qui c'est. D'accord ? Donc, le niveau de problème, là, est un niveau de problème sur lequel, moi, je vous suggère d'être attentif. C'est pas compliqué de regarder, encore une fois, qui a des conflits d'intérêts. Vous regardez le listing chez les infectiologues, vous regardez... On a même publié un article là-dessus pour dire, écoutez, il y a les 2/3. Et on a même fait un article malicieux en regardant les gens qui s'étaient exprimés dans la presse pour ou contre la chloroquine, et on a matché ça avec le nombre d'argent qu'ils avaient reçu de Gilead. Et c'est parfaitement matché. Donc, je ne dis pas la causalité et la corrélation sont deux choses différentes. Hein. Donc je ne dis pas qu'il y a une causalité, mais il y a une coïncidence au sens étymologique. Donc c'est la même incidence d'être contre la chloroquine et de recevoir de l'argent de Gilead. Donc je vous suggère très fortement de vous poser la question de savoir le niveau, que moi je n'avais jamais vu, d'influence d'une seule compagnie sur le fonctionnement qui, à mon sens, inclut dans le monde des choses qui sont bien au-delà de celles du Mediator. Donc ça existait déjà, vous le savez quand même. Donc ça existait déjà. Là, pour cet enjeu-là, ça a pris une ampleur qui... voilà. Et des rapports s'étaient développés entre ce groupe Acting et Gilead pour la tentative d'utiliser Remdesivir qui a été un échec. Pour Ebola, ça n'a pas marché, mais ce groupe s'était formé déjà autour de ça. Et donc, il y a des liens multiples. Et pour aller jusqu'au bout des choses, moi, j'ai été surpris de voir que le directeur de Gilead, devant le président de la République et devant le ministre, tutoyait celui qui était en charge des essais thérapeutiques en France pour le Covid-19, quand même. Moi, je n'ai pas l'habitude de me faire tutoyer par le directeur de l'industrie pharmaceutique. S'il le faisait, d'ailleurs, je leur répondrais en leur vous voyant. Je ne le ferais pas. Vous voyez ? Donc... je pense qu'il y a des... pour vous dire la vérité, je ne sais même pas si ça n'est que des liens d'intérêt. Je ne vous dis pas que les gens ont été achetés pour ça, mais les gens créent un écosystème, encore une fois, qui est un écosystème favorable dans lequel la vision qu'on a du monde est différente. Et donc, je pense que ces
ces relations de familiarité ou de départ ensemble, de voyage ensemble, amènent à une vision et à un écosystème qui est d'une nature à permettre à changer le jugement des choses. Voilà, je crois ça. Et je n'ai pas d'exemple contraire. Voilà, j'ai vu ça à mon époque. Moi, quand j'étais jeune, et ça, c'était les antibiotiques. Et donc, je me rappelle, j'ai décidé de ne plus faire ça du tout parce qu'il y avait une croisière qui avait été organisée par un médicament qui a disparu maintenant, ça s'appelle la péflacine, où il y avait 700 médecins qui avaient été invités. Et vous savez que les premières règles sur la déclaration obligatoire des liens d'intérêt a été faite après que Merck ait invité tous les médecins de France à aller en Chine pour des congrès factices. D'accord ? Et c'est là qu'a été mis en place l'obligation de déclaration de liens ou de financement auprès du Conseil de l'Europe. Monsieur le professeur, si... sur le vaccin, c'est pas ça. Vous pouvez me parler autrement aussi. Sur le vaccin, si vous voulez, moi j'entends bien qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau virus, il y a un nouveau vaccin qui va arriver, etc. Mais si vous regardez, là aussi, je suggère de regarder, parce que c'est pas moi qui le dis, bien qu'il y ait une erreur que je vais vous rectifier, vous regardez dans Available Vaccine, WHO, ce qui veut dire quels sont les vaccins disponibles sur le site de l'OMS. Vous regardez, et vous regarderez s'il y a... Et puis après, il y a tous les vaccins en développement. Alors ça, c'est les possibles, dans le vrai. Et dans le vrai, il y a deux faux, d'ailleurs. Ils disent qu'il y a un vaccin pour le paludisme, ce qui n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas acheter un vaccin sur le paludisme. Et ils disent qu'il y a un vaccin sur l'hépatite E, ce qui n'est pas vrai. Il n'y en a qu'un qui a commencé à être développé en Chine. Donc, et vous regardez si là-dedans, il y a beaucoup de vaccins qui ont moins de 30 ans. Et vous verrez. Et puis, vous vous poserez la question, en tout cas, moi, je me la pose, c'est pourquoi en France, on ne fait pas la vaccination contre la varicelle, où il y a plusieurs centaines de milliers de cas. On ne fait pas le vaccin contre le rotavirus. On ne fait pas le vaccin contre la grippe chez les enfants, qui tue les enfants. D'accord ? Et donc, ça veut dire que l'implantation des vaccins, ensuite, les vaccins, ça devient ensuite un problème politique, social. Et donc, le degré, la capacité que nous avons eue dans les 30 dernières années à faire des vaccins qui soient implantés est complexe. Et elle va être encore plus complexe avec les coronavirus, de mon point de vue, bien que je n'en connaisse pas l'issue, parce que nous avons depuis eu l'expérience de la dengue, où la dengue est un des seuls nouveaux vaccins. Il s'est trouvé que la dengue, chez les gens qui n'avaient pas eu de dengue, est exposé à faire des dengues plus sévères que chez les gens qui n'avaient pas été vaccinés. Et on savait ça, c'est-à-dire que le deuxième épisode de dengue est très sévère, dans les hémorragies. Et donc, si vous n'avez pas du tout de protection, vous faites une dengue banale. Si vous avez déjà fait une dengue ou si vous avez fait un vaccin, eh bien, vous faites une dengue sévère. Et c'était une très mauvaise surprise. Et c'est une des raisons pour lesquelles les Philippines, en particulier, attaquent les gens qui sont vaccinés. Voilà. Donc, c'est pas si simple que ça. Voilà.